Merci Madame la Présidente. Merci également aux présidents, aux deux coprésidents qui sont l'un et l'autre des amis. Peut-être d'ailleurs est-ce dû à leur amitié le fait que je sois convié à cette tribune. J'essaierai cependant de justifier leur invitation en parlant d'un sujet qui est tout à fait intéressant et qui est une sorte de synthèse d'une partie des interventions de cette journée. Le corpus international de bioéthique. Quelques remarques parce que je dis bien international et que lorsqu'on fait un inventaire non exhaustif des textes qui pourraient avoir leur place dans un corpus international de bioéthique, on en trouve environ une dizaine, en excluant le Code de Nuremberg et le Serment de Genève, qui ne sont pas à proprement parler des textes qui peuvent entrer dans un corpus. Ce sont des textes fondateurs très forts sur l'histoire desquels je prononçais quelques remarques. Donc c'est le Code de Nuremberg qui a énoncé en 1947 10 principes à respecter en recherche chez l'homme. Et puis le Serment de Genève de 1948, qui lui est la première initiative de l'Association médicale mondiale, dont on reparlera aussi. Cette dizaine de textes comporte des déclarations, des résolutions, des conventions. D'abord, une question de terminologie. Ce sont des termes qui ne signifient pas, ils ne traduisent pas des textes qui sont des textes normatifs et des textes contraignants. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une distinction qui me paraît importante en matière de bioéthique. D'ailleurs, on voit bien qu'il est très difficile, cela vient d'être dit encore à l'instant, d'établir ce qui alimente un questionnement, aboutissant à des recommandations ou à des avis, et puis ce qui est la loi. Or, dans cette récapitulation que je vous présente, il n'y a pas de texte de loi, pour une raison très précise, c'est que ces déclarations universelles envoient finalement leurs textes et leurs recommandations aux États, car il appartient aux seuls États la possibilité de légiférer dans un système démocratique. Donc pas de loi, c'est le rôle des États, et puis ces différents termes, c'est les déclarations, Helsinki, Tokyo, j'en ai oublié quelques-unes, dont Manille, l'OMS, le COMS, Hawaï, l'UNESCO, dont je parlerai aussi un peu plus en détail en tant qu'ancien membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Ce sont donc des textes qui sont consensuels et qui aboutissent finalement à des textes qui peuvent être évolutifs. Alors, on voit bien que dans cette introduction rapide, il y a des textes qui sont de portées différentes. Il y a des textes qui entraînent des injonctions. J'inclus d'ailleurs dans ces textes qui sont contraignants et normatifs le code de déontologie, tout à fait différent des résolutions ou des recommandations que j'ai évoquées à l'instant. Donc le Serment de Genève, qui est un texte d'injonction, j'en donnerai une partie de lecture tout à l'heure, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO d'octobre 2005. À propos du Serment de Genève, qui est aussi à l'initiative des premières initiatives de l'AMM, ce serment date de septembre 1948. Ce qui traduit par rapport au texte dit Code de Nuremberg une réactivité très, très, très forte de la part, entre autres, de la communauté médicale mondiale. Je crois que c'est intervenu dans un contexte qui a été évoqué ce matin, où finalement la communauté médicale universelle s'était sentie stupéfiée et agressée par les révélations concernant les recherches faites sur l'homme dans les camps d'extermination et dans un certain nombre de structures. En ce qui concerne donc le Serment de Genève, lui, c'est un texte qui oblige, qui rappelle des devoirs. Je vous en donnerai des extraits tout à l'heure. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme me paraît intéressante parce qu'on méconnaît ou on oublie trop souvent qu'il y a un fondement démocratique à cette Déclaration universelle. En effet, j'appartenais pour la représentation française à l'Union interparlementaire, qui est une vieille institution franco-anglaise et qui rassemble maintenant près de 150 États membres. Or, elle se réunit 2 fois par an et les États proposent au début d'une session des thèmes qu'ils veulent soumettre à l'Assemblée. Donc il y a une sorte d'improvisation, une sélection, et sur ma proposition, le Parlement français avait proposé à Madrid en 2005 comme thème « Bioéthique et droits de l'homme ». Ça peut apparaître comme tout à fait naturel et banal à l'heure qu'il est, mais je puis vous dire qu'au niveau des parlements, ça n'était pas du tout, c'était une idée neuve. Le fait d'avoir rapproché bioéthique et droits de l'homme a bien sûr mobilisé
mobiliser les parlementaires, et c'est finalement un des deux thèmes retenus à Madrid et qui a été adopté à l'unanimité par acclamation, et qui a été le fondement démocratique de ce qui est devenu, quelques années plus tard, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Madrid, c'était en 1995. Je passe maintenant aux particularités de la Déclaration d'Helsinki. J'évoquerai rapidement son histoire, ses auteurs, son contenu et ses destinataires. La Déclaration d'Helsinki, c'est un code de déontologie universelle. Code de déontologie, c'est-à-dire des prescriptions que les médecins sont sommés, d'une façon en tout cas fortement incitée, à respecter. C'est un texte qui a été élaboré par des médecins, pour des médecins, dans des délais très brefs. J'ai dit pourquoi. Alors, son histoire, elle commence par la déclaration d'Helsinki. Et malgré mon souhait de ne pas respecter le temps, de ne pas aller au-delà du temps de parole, peut-être que c'est d'ailleurs fait, j'ai quand même voulu vous donner ce texte qui mérite, bien sûr, une lecture rapide. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de croissance, etc., même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de ma connaissance médicale contre les lois de l'humanité. Vous voyez bien que on est dans un texte qui est un texte qui enjoint et qui crée des devoirs. Ensuite, les auteurs, je l'ai dit, les auteurs, ce sont des médecins, puisque la première assemblée générale qui s'était tenue à l'invitation d'un médecin français, ça a été dit ce matin, a rassemblé le 18 septembre 1947, c'est-à-dire moins d'un an après la déclaration de la proclamation du Code de Nuremberg, 27 pays qui ont donc mis en chantier ces textes qui ont abouti à la deuxième Assemblée générale, réunie en septembre 1948, à la déclaration d'Helsinki. Son contenu, inutile bien sûr de paraphraser ce qui a été dit largement dans la journée, elle concerne la recherche clinique associée aux soins, la recherche clinique non thérapeutique. Le consentement est demandé, les intérêts du sujet doivent toujours passer avant ceux de la science ou de la société. C'est un rappel des phrases qui ont été prononcées au cours de la journée. Ses destinataires, elle est destinée en priorité aux médecins afin de les guider et de les éclairer dans leur conscience. Mais l'AMM invite cependant les autres personnes engagées dans la recherche médicale sur les êtres humains à adopter ces principes. On trouve là d'ailleurs une des dispositions qui est maintenant un des fondements de toute réflexion éthique, c'est-à-dire le pluralisme et la diversité, à la fois des compétences et des références. Ensuite, cette déclaration, eh bien, elle a marqué une étape extrêmement importante puisqu'elle a vécu, ça a été dit aussi à plusieurs reprises au cours de la journée, elle a eu des modifications successives. En conclusion, je dirais que cette évocation rapide de ce que j'ai appelé d'une façon peut-être maladroite, cet ensemble de textes que les juristes aiment beaucoup étudier, ce qui me frappe, c'est la diversité des auteurs, la diversité des autorités qui ont introduit ces différents textes. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de points communs et que par rapport à la force que devraient avoir des textes, même sous forme de recommandations, sans doute eût-il été nécessaire et souhaitable, mais malheureusement impossible, d'avoir une sorte de concertation, de rapprochement entre des points de vue d'autorités reconnues, que ce soit l'AMM, que ce soit le comité de bioéthique de l'UNESCO et d'autres instances, pour arriver non pas à un corpus unique, il ne faut pas rêver, mais à dégager des points extrêmement forts et consensuels pour que les usagers potentiels de ces textes puissent s'y retrouver, plutôt que d'être sollicités par des textes très différents, qui quelquefois rappellent les mêmes choses, le plus souvent, heureusement, en apportant les mêmes réponses. Mais finalement, l'impression que j'ai dans ce corpus, c'est qu'il serait peut-être bien pour une prochaine réunion, ne serait-ce que pour les 50 ans de Déclaration d'Helsinki, d'arriver à un corpus unique, et c'est le vœu que je formule sans illusion au terme de mon propos.